votre place, j'étais même plutôt bordélique. Je regarde Redouane, je ne devrais pas lui dire, mais je faisais plutôt, voilà, j'étais plutôt un élève dissipé. Mais plutôt, l'entrepreneuriat nécessite plutôt de la curiosité, bien évidemment une certaine valeur du travail, un peu de courage, un peu de persévérance. C'est vrai que quand on attaque un projet, ça peut durer longtemps avant d'arriver à quelque chose de positif. Ah, ça peut-être ne marche plus. Non. Il faut cliquer. Ouais. Là, c'est bon. Voilà. Et voilà. Et donc, j'aime bien cette petite photo-là, parce qu'effectivement, entreprendre, c'est quand même se mettre au bord d'un tremplin, puis c'est de plonger, mais on ne voit pas nécessairement la cible, on ne voit pas nécessairement le sol. Plonger dans une piscine, ce n'est pas compliqué. Vous savez que le tremplin a été construit à une certaine hauteur, vous prenez un petit peu de risque si vous montez très très haut, mais vous savez qu'au fond, il y a de l'eau. Sauf qu'il y a une grosse sécheresse en 5 minutes, mais bon, c'est assez rare. Là, c'est vous sautez et vous ne savez pas trop ce qu'il y a en dessous. Il n'y a pas besoin d'être riche. Moi, je suis fils d'ouvrier. Mon père était chaudronnier, il était au SMIC. Ma mère ne travaillait pas. Voilà. Donc, entreprendre ne veut pas dire je suis riche, j'ai beaucoup d'argent. À mon sens, quelqu'un qui est riche, qui se lance dans l'entreprise, n'est pas un entrepreneur, c'est un gestionnaire. Un entrepreneur, il n'y a pas besoin d'être riche. Par contre, il faut effectivement trouver un peu d'argent. Et pour trouver de l'argent, parce que faire entreprendre sans rien, je ne vais pas vous mentir non plus, hein, quand on dit on va créer une société à 1 euro, même votre PC va vous coûter un peu plus cher qu'1 euro. Donc, entreprendre avec 1 euro, j'y crois pas. Mais à vous de croire en votre projet et puis d'aller convaincre autour de vous sur votre projet. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est un travail d'équipe parce que même si vous entreprenez quelque chose de seul, tiens, vous voulez devenir développeur informatique, vous n'avez pas développé pour votre propre plaisir, il va bien falloir vendre. Donc, ça veut dire que de toute façon, dans votre environnement, vous aurez des clients. Vous aurez votre fournisseur de PC, votre fournisseur de logiciels. Généralement, si vous vous développez un tout petit peu, vous allez avoir quelques personnes qui vont travailler avec vous. Donc, on ne peut pas entreprendre tout seul. C'est juste pas possible. Il faut entreprendre en équipe. Et ce qui dit équipe, j'y reviendrai tout à l'heure sur les notions de valeurs humaines qui me semblent très importantes. Alors, un point important, l'échec. Vous verrez, dans ma vie, j'ai vécu un énorme échec. C'est pas grave, l'échec. Alors, c'est grave, c'est grave. En France, on a une approche de l'échec qui est la suivante. Vous réussissez, vous êtes un voleur. Vous avez un échec, vous êtes un loser. Vous êtes un mauvais. Aux États-Unis, l'approche est très différente. J'ai créé une société aux États-Unis, j'ai passé 5 ans. Aux États-Unis, on dit qu'il faut se planter 2 fois pour bien réussir. Alors, le but n'est pas de se planter pour se planter. Le but est simplement que quand on mène une entreprise, inévitablement, c'est la première fois qu'on le fait ou la deuxième fois, donc on ne prend pas nécessairement les bonnes décisions. Et donc, à partir de ce moment-là, ça peut amener à une notion d'échec. L'important, c'est d'en tirer les bonnes leçons, de bien comprendre ce qui est arrivé pour pouvoir rebondir et ne pas, évidemment, les reproduire. Si vous vous plantez une fois et que vous faites la même chose la deuxième fois, là, effectivement, excusez-moi, c'est de la connerie. Mais donc, l'échec n'est pas un obstacle. Et ce n'est pas parce qu'on se casse la gueule une fois qu'on s'arrête. Regardez les sportifs qui reviennent de blessures. Une blessure, c'est un échec pour un sportif, c'est qu'il a mal géré son corps. Vous aurez Eric Baron, je crois, qui intervient après, il vous l'expliquera. Il a eu des blessures, ça ne l'a pas empêché de rebondir. C'est une forme d'entrepreneuriat aussi. Évidemment, vous menez des études, vous allez passer des diplômes, c'est important, mais ce n'est pas fondamental. C'est important pourquoi? Parce que ça vous rend instruit. Ça vous donne une capacité à aborder des problèmes, à comprendre des problèmes, à les segmenter pour pouvoir avoir une analyse pertinente. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous avez des gens qui sont de superbes entrepreneurs, qui ont des réussites extraordinaires, qui n'avaient aucun diplôme. D'accord? Donc, ne pensez pas que le diplôme soit fondamental. Mais, je ne vais pas vous dire d'arrêter vos études loin de là, il est quand même très, très important parce qu'il vous apporte une capacité d'analyse. Ce n'est pas la seule façon de réussir dans sa vie professionnelle. Ce n'est pas non plus un... Il y a les entrepreneurs qui sont ceux qui réussissent et puis les autres. Non, être entrepreneur, c'est un choix et tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et franchement, on peut réussir sa vie professionnelle sans être entrepreneur. Et puis, là, on va aborder une notion de valeurs humaines et je reviendrai tout à l'heure encore. Créer sa propre entreprise, vous vous souvenez de la parole d'Einstein, il y a le succès et puis il y a les valeurs.
Pour moi, créer une entreprise, c'est aussi participer à une aventure collective. Et c'est d'essayer d'amener un développement. Et donc, on l'avait dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de fonctions. Les fonctions, c'est beaucoup pour essayer de développer, bon, aujourd'hui, le territoire, par exemple, ou la filière de la plasturgie. C'est pas, je fais ça bénévolement, c'est pas du tout pour en avoir de l'argent, du succès ou de la visibilité. C'est simplement qu'on vit dans un contexte, dans un environnement, et que il me semble important que quand on a cette vision d'entreprendre, c'est qu'on aide aussi à faire grandir les autres. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi fondamental. Et puis donc, quand vous allez créer votre entreprise, à un moment donné, si vous le faites, vous allez avoir à un moment donné des salariés. Et souvent, on oppose l'entrepreneur et le salarié. L'entrepreneur, c'est le gros salaud qui a une grosse bagnole, qui a plein de fric, puis il est super mauvais s'il plante son entreprise. Puis à côté, il y a le salarié qui est exploité. Voilà. Donc c'est l'image que l'on donne un peu. Vous la retrouvez dans les médias, vous la retrouvez dans un certain nombre de choses. Bon, il faut essayer de dépasser cette image-là parce que ce n'est pas du tout ça. Globalement, on est dans la même marque, dans la même barque, dans le même bateau. Un salarié est très important pour l'entrepreneur, mais l'entrepreneur est important pour le salarié aussi. Il faut trouver un juste équilibre entre les uns et les autres pour que tout le monde y retrouve, que ce soit ce qu'on appelle du gagnant-gagnant, du win-win, une situation gagnante-gagnante. Et donc, on n'est pas l'adversaire d'un employé. Un chef d'entreprise n'est pas l'adversaire d'un employé. Nos intérêts sont intimement liés. Et d'ailleurs, moi, la plus belle des choses, c'est quand j'ai un salarié qui a vécu des formations, qui s'est développé et qui, à un moment donné, part même de l'entreprise pour trouver un job encore plus intéressant, voire créer sa propre entreprise. Moi, je dis, j'ai gagné. Voilà, ça c'est vraiment un succès. C'est-à-dire d'avoir fait progresser quelqu'un, c'est extrêmement important. Donc, voilà les quelques idées que je voulais vous donner sur l'entrepreneuriat. Alors, il y en a d'autres, hein, mais c'était d'essayer de vous dire, voilà, ça ne vient pas tout seul, ça ne vient pas sans travail, ça ne vient pas seul, humainement parlant. Et il ne faut pas imaginer que les gens qui ont réussi des entreprises, des Zuckerberg, des Xavier Niel, enfin des gens comme ça qui sont partis de zéro, sont des gens beaucoup plus intelligents que nous, absolument. Alors, ce qui est important aussi, c'est que vous compreniez le contexte actuel. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est assez compliqué, alors qu'il s'est encore un peu plus compliqué il y a 1 an ou 2, lié au Covid, et je pense que c'est un monde qui nécessite d'avoir des gens entrepreneurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une première chose, c'est qu'on vit là, aujourd'hui, on est sur une planète qui, globalement, au mois d'août de l'année, on a consommé toutes les ressources naturelles de la planète. C'est-à-dire qu'on vit à crédit. Le problème, c'est que tous les ans, on avance de 10 jours. C'est-à-dire que moi, quand j'avais votre âge, on disait qu'on avait consommé les ressources naturelles de la planète au mois de, si je n'ai pas de mémoire, on était début décembre. Aujourd'hui, on parle du mois d'août. Donc, ça nécessite de revoir un certain nombre de modèles et ça nécessite que, c'est plus nous on est vieux, on n'a plus grand-chose à faire, je dirais, mais vous êtes l'avenir de cette planète-là. Donc, il y a des choses à entreprendre d'un point de vue préservation de notre planète. Et puis, on est toujours à la course vers la différenciation. Vous voulez tous un téléphone qui sera différent de votre pote, bien sûr, qui sera meilleur. Vous voulez tous, quand vous allez avoir accès à une voiture qui soit différente, plus belle que l'autre. Vous voudrez tous des jantes différentes. Ah oui, évidemment. Donc, il y a cette notion de course à la différenciation qui est extrêmement importante. Il faut juste le comprendre. On a un avènement du numérique qui a beaucoup dématérialisé les relations humaines. Vous échangez beaucoup. Vous voyez, aujourd'hui, on a de la visio. La visio ne donne pas la même interaction humaine, la même chaleur humaine qu'une relation. Et ça, c'est un élément aussi important dans votre raisonnement. Évidemment, chacun a un souhait de développement personnel, mais malheureusement, assez souvent, au détriment du collectif. Je ne suis pas un communiste, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde évolue à la même vitesse, mais pensez bien quand même que dans un développement individuel, ce que je disais, il faut penser un petit peu à la collectivité. Puis un point majeur, et on l'a vu dans la crise du Covid, on a une profonde aversion au risque. On ne veut plus avoir de risque. On ne veut plus mourir, on ne veut plus d'accidents sur la route, on ne veut plus avoir de microbes qui viennent nous toucher, mais quand on est dans une entreprise, on ne veut plus prendre le risque parce que le risque peut nous faire licencier. Vous voyez, nos politiques, c'est pareil, ils ne veulent pas prendre de risque, ils gèrent leur carrière, pas de prise de risque.
Et ça, c'est un élément qui est de plus en plus important. On cherche à se protéger. Et un entrepreneur, il y a un point important, c'est qu'on prend des risques. On prend des risques avec son argent, on prend des risques de se planter, on prend des risques d'être mis de temps en temps au banc de la société. Donc, il faut essayer de lutter contre cette notion d'aversion du risque qui fait qu'on est tétanisé et qu'on n'avance plus. Alors, je vais revenir un petit peu sur mon parcours, ce n'est pas pour frimer, c'est juste pour vous montrer comment moi j'ai vécu ma vie d'entrepreneur. Alors, comme je vous l'ai dit, au lycée, j'étais, c'était pas un bac S, c'était un bac E, mais j'ai mis S parce que ça vous parlera un peu plus. Le bac E, c'était la même chose que le bac S, plus toute la partie techno, donc usinage, fraisage, tournage, et ainsi de suite. Et c'est vrai que je n'étais pas un très bon élève. Et puis à un moment donné, alors moi, ma vie d'étudiant, c'était le sport. Voilà, je faisais du basket à un niveau national 2. Alors, c'était un niveau national, un petit niveau national, mais enfin, pour moi, c'était le rêve de ma vie de faire du basket et d'en faire un métier. Et puis à un moment donné, quand j'ai entrepris, donc j'avais un DUT aménagé en tant que sportif de haut niveau, et puis là, à la force de me prendre des caisses en notation, j'ai entrepris vraiment ma vie d'étudiant au départ de mon DUT. Étudiant en DUT, école d'ingénieur. En même temps qu'en école d'ingénieur, donc vous qui êtes en troisième année d'INSA, moi c'était la cinquième année parce que c'était une prépa intégrée, mais je n'ai pas fait la prépa. J'ai aussi fait un DEA. Je terminais major de promo de mes trois diplômes. Ce n'est pas parce que j'étais plus intelligent, j'étais plus pragmatique et j'étais plus entrepreneur que certains. Ensuite, pendant 4 ans, j'ai fait mon boulot d'automaticien, donc je suis ingénieur automaticien, enfin ça s'appelait cybernétique et un truc, enfin ça faisait rêver. Boulot d'automaticien, donc le boulot en automatisme, c'était beaucoup de choses sur tout ce qui était suivi de trajectoire et ainsi de suite. Et puis ensuite, alors là, j'ai été intrapreneur, vous voyez. En 1994, j'ai rejoint une start-up qui s'appelait ProPro. Aujourd'hui, cette start-up, c'est devenu Novacep, c'est une société qui a à peu près 7 000 ou 8 000 emplois en France, qui travaille dans la purification de principes actifs pour la pharmacie. Donc moi, quand je l'ai rejoint, on était 10. Il y a plein de choses qu'il fallait développer. Et donc, je suis devenu intrapreneur, c'est-à-dire que je suis rentré en tant qu'ingé. Et 2 ans après, j'étais devenu directeur technique et je manageais une vingtaine de personnes. Et ça, c'est un poste que j'ai créé, je l'ai développé au sein de l'entreprise. J'étais un entrepreneur au sein de l'entreprise, donc j'étais un intrapreneur. Et puis après, bon, j'en suis devenu directeur technique. Et puis, en 98, j'avais 30 ans. 31 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui était un ancien président du groupe Bolloré, donc de Vincent Bolloré, qui, lui, à 54 ans, a décidé d'entreprendre. Vous voyez, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Et puis, il me dit, on se rencontre un peu par hasard, il me dit, toi, tu me plais bien. J'ai une société à Lyon qui s'appelle Cetara, qui faisait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle perdait beaucoup d'argent. Il m'a dit, je t'en donne la direction générale. Voilà, j'ai 31 ans. J'en suis parti, elle faisait 24 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc multiplier le chiffre d'affaires par 3. J'avais créé une société aux États-Unis, donc je passais une semaine aux États-Unis. Et on avait développé un business en Chine de 0 à 6 millions d'euros. Donc j'étais 2 semaines en France, une semaine en Chine, une semaine aux États-Unis. Puis voilà, je tournais comme ça, avec tous les décalages horaires. Petite anecdote, c'est que maintenant, je ne dors plus sans Stimnox parce qu'à force de me recaler en termes de décalage horaire, je ne peux pas dormir sans une aide médicamenteuse. Mais c'est pas bien grave. Et puis, comme j'avais eu cette notion de succès, les banques ont dit, mais monsieur Ferry, si vous créez quelque chose, on vous finance tout ce que vous voulez. Bien sûr, évidemment, j'ai fait toutes les conneries possibles et inimaginables. Donc, j'ai créé un groupe industriel en 2004. En 6 mois, j'ai racheté 5 sociétés. 2 à Paris, 2 à Lyon, 2 à Paris, 2 à Lyon, 1 à Turin, 1 à Chambéry. Et j'ai créé une société en Tunisie. Donc, on faisait de l'électronique aéronautique et militaire. Donc, beaucoup de choses, notamment pour les avions Rafale à l'époque. J'étais vachement vite. J'étais vite, à toute vitesse. Puis simplement est arrivé un petit truc, la crise de 2008. Alors, vous ne l'avez pas connue. La crise de 2008, elle était peut-être un peu moins compliquée qu'actuelle, mais quand même d'un point de vue industriel assez prégnante. Globalement, tout ce que j'avais investi dans le groupe, je l'ai perdu. Je l'ai vendu pour 1 euro. Ma seule volonté à l'époque était de maintenir l'emploi des salariés, des 250 salariés. Tout simplement pourquoi? Parce que moi, je disais, je saurais rebondir, je saurais faire autre chose. Par contre, les salariés, un certain nombre ne sauront pas rebondir. Et si ils se retrouvent à Pôle emploi, ça peut être compliqué pour eux. Et donc, j'ai revendu ce groupe-là pour l'euro symbolique, c'est-à-dire que j'ai perdu ma mise initiale qui était quand même assez conséquente, qui, je vous rappelle, venait de mon travail, puisque mes parents sont ouvriers.
Et puis, voilà, 2011, je me suis retrouvé sans rien. Je me suis dit, on va recommencer. Je vais justement, ce que je disais tout à l'heure, capitaliser sur mes erreurs. Et puis, je suis arrivé sur Oyonnax. Moi, je suis vosgien d'origine, donc je n'avais jamais mis les pieds sur Oyonnax. Je ne connaissais pas. D'ailleurs, je ne savais même pas mettre Oyonnax sur une carte. Je ne savais pas. Je savais que c'était près de la Suisse, quelque part là-bas, mais bon. Pour moi, Oyonnax, c'était Plasticomium, c'était les poubelles. Les grosses poubelles, vous voyez, les gros containers. C'était ça mon image. Et en fait, c'est vraiment un hasard qui m'a amené à Oyonnax, mais vraiment un pur hasard. Et puis, j'ai racheté une première société, une deuxième, avec pas d'argent, quasiment pas d'argent. Et puis aujourd'hui, donc c'est un groupe qui s'appelle Estelings. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une société qui s'appelle PRP Création. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, j'ai une société en Tunisie pour faire un certain nombre de prestations. Et je me suis dit, toujours dans mon raisonnement, il faut aller beaucoup plus loin parce que être chef d'entreprise, c'est bien, mais ça apporte quoi humainement? Donc, j'ai la présidence de la commission paritaire du haut budget. La commission paritaire, donc le haut budget, c'est ce territoire. La commission paritaire, c'est quoi? C'est une commission qui réunit les syndicats de salariés. Alors, CFDT, FO, CGT, CFTC. Vous savez, tous ceux qu'on appelle les gilets jaunes, ceux qui sont dans les manifestations avec les brassards rouges et ainsi de suite, qui sont réputés anti-patrons, qui nous considèrent comme des sales cons et que nous, soi-disant, on considère comme des cons. Ben, ce n'est pas du tout ça. C'est absolument pas ça. L'idée, c'est de se dire que chacun essaie de défendre sa vie, son activité, c'est de trouver un terrain d'entente. Et l'objectif de la commission paritaire de budget, c'est de développer et d'améliorer les conditions de vie, ce qu'on appelle des travailleurs, je ne sais pas si ça veut dire qu'on n'est pas travailleurs, mais en tout cas des travailleurs sur le territoire d'Oyonnax et du haut budget, pour essayer que les choses se fassent le meilleur possible et qu'on apporte des outils pour que un salarié vive le mieux possible sa vie. L'important, c'est que, idéalement, si un salarié peut venir avec un sourire au boulot, peut venir avec la banane, et qu'il ait envie de travailler, c'est que bien. Et ce n'est pas pour générer plus de résultats. Je suis aussi le président de Polyméris. Alors, Polyméris, c'est quoi? Ce qu'on appelle un pôle de compétitivité. C'était créé par le gouvernement il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y en a une quarantaine en France. Nous, on a une dimension un peu plus que nationale puisqu'on a une dimension européenne. C'est un pôle qui réunit un certain nombre d'adhérents avec comme objectif de les faire travailler entre eux sur des projets de recherche et d'innovation. Donc, on a à peu près 400 adhérents. On a même des adhérents du Japon. On a des petits adhérents comme Michelin ou Chinson. Et on essaie de rapprocher le monde de l'industrie et le monde de l'académie. Le monde académique, c'est quoi? C'est des labos dans l'INSA. Et on a beaucoup de projets avec l'INSA. Et puis, je suis vice-président de Plastic Campus. Alors, Plastic Campus, on est dedans ici. Plastic Campus, c'est quoi? C'est l'organisme qui réunit toutes les structures de formation du territoire, donc les lycées, l'INSA, Polivia, enfin les structures de formation continue. Et l'objectif que l'on a, c'est quoi? Eh bien, c'est d'arriver à définir des formations qui soient le plus pertinentes pour vous, pour que vous puissiez être le plus rapidement possible intégré dans le monde du travail, que vous y trouviez du plaisir et surtout des voies d'ascension sociale. C'est-à-dire que vous puissiez vous développer. Vous voyez, aujourd'hui, Alexis le sait, on a le patron de la prod chez nous, c'est quelqu'un qui vient du lycée Arbescarne, qui a fait un BTS. Et aujourd'hui, les patrons de prod, c'est peut-être quelqu'un qui, en continuant à se développer comme il se développe, pourra peut-être prendre un jour ma succession. Voilà. On a une ingé, alors qui ne vient pas de l'INSA, mais qui vient de l'ECAM, Mylène, qu'Alexis connaît bien aussi, qui peut avoir le même parcours. Mais on a aussi des personnes qui n'ont aucune formation et à qui on essaye d'amener un certain nombre de formations. On a même créé notre propre école interne, c'est une forme d'entreprise aussi, qui s'appelle la PRP School. Et puis, je suis aussi représentant régional de Polivia. Polivia, c'est le syndicat de la plastiologie. Alors, juste rapidement, un mot sur PRP, c'est juste pour faire la pub de PRP, pour que vous ayez envie de venir travailler chez nous, ça c'est en dehors de la présentation. Mais voilà, PRP, on est une société, on a à peu près 170 personnes. Donc, vous voyez, je suis quand même reparti sans argent, en ayant perdu tout ce que j'avais créé en 2011, pour redémarrer en 2012. Et voilà, aujourd'hui, on est 170 personnes. On est, je ne veux pas dire le fournisseur, parce que vous verrez sur le stand, il y a Pinard qui vous dira la même chose, mais on est un des 3 fournisseurs en France qui fournit tous les flacons de Dior et de Chanel, par exemple. Les flacons plastiques, pas les flacons verts. Donc, vous avez quasiment tous, chez vos parents, chez vous, dans votre sac à main peut-être, mesdames, des produits qui sont faits chez nous. Alors, on a du Dior, du Chanel, on a du Benefit, on a du Fresh, les marques les plus jeunes aussi. À peu près 170 personnes. Et en fait, ce que je voulais juste partager avec vous, et qui sont les valeurs de l'entreprise aujourd'hui,
bon, je passe ça rapidement, je vous en ai parlé 30 secondes. C'est le socle de valeurs que j'essaye d'inculquer au sein de l'entreprise, qui sont le socle de mes propres valeurs d'entrepreneur. C'est là-dessus que je voulais conclure. C'est-à-dire que pour être entrepreneur, il faut avoir une petite notion d'anticipation. C'est pour ça que je vous expliquais le contexte mondial actuel, mais très, très rapidement. Il faut que vous ayez toujours un petit coup d'avance. Parce que si vous dites, lui, il a entrepris, tiens, je dis n'importe quoi, il a fait des vélos électriques. OK. Donc, il a réussi, je vais faire des vélos électriques. Vous êtes mort. C'est pas vous taquiner, Eric, hein, les vélos électriques. Mais vous allez être, ça n'aura aucun sens, parce que c'est une entreprise qui aura déjà été créée, donc le succès sera venu avant. Donc, essayez d'anticiper sur d'autres besoins. Et puis, il y a la notion d'innovation, se différencier. Aujourd'hui, on a quand même des concurrents dans le monde qui sont chinois, qui sont aussi aux États-Unis, qui ont aussi leur propre intelligence, qui ont par contre des coûts de production qui sont moindres. Hein. On parle souvent de la Chine, mais on oublie le Mexique, on oublie un certain nombre d'autres pays. Donc, on ne peut pas se différencier par des notions de prix. Donc, il faut vraiment se différencier par les notions d'innovation. La notion du sens du service, c'est-à-dire que vous avez des clients, mais vous avez aussi des salariés. Il faut avoir cette notion de service. Vous voyez, j'ai une semaine de folie. J'ai pris un temps, ça s'appelle du service, pour venir vous parler. Une forme d'ambition. L'ambition, elle est même normale, et je trouve que quand il n'y a pas d'ambition, ça va être difficile. Donc, il faut avoir envie de grandir, mais il faut avoir envie de grandir en faisant grandir les autres. Parce que grandir en écrasant les autres, on ne grandit pas, en fait, on stagne, et on a le sentiment d'être grand parce qu'on a appuyé sur la tête des autres. Grandir en faisant grandir les autres, ça c'est un point important. Et puis deux notions aussi, c'est le faire collectif, ensemble. Et puis une notion fondamentale sur laquelle je terminerai, c'est vraiment la notion du respect. Le respect, c'est quoi? C'est la transparence, c'est l'humilité. Je sais par exemple que vous êtes en face de profs de temps en temps, c'est pas toujours facile de les respecter parce que vous considérez ouais, mais non, le respect. Aujourd'hui, c'est une valeur qu'on a perdue dans le monde. On ne respecte plus rien, on ne respecte pas la nature, on ne respecte pas les autres. Et c'est pour ça qu'on est en train d'avoir d'énormes problèmes. Donc, soyez simplement respectueux. Et le respect, c'est aussi l'humilité de dire on s'est planté, on n'a pas réussi. Voilà. Et donc, je dirais en synthèse de ça, soyez acteur de votre vie. Et vous verrez que ça va se passer tout seul. Merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup, M. Joël Viry. De rien, on peut dire Joël, ça va être plus simple. On va tout de suite répondre aux questions. J'espère que vous avez pu... c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler à un grand fondateur de plusieurs entreprises. J'espère que vous avez su montrer l'avantage et les inconvénients avec les risques à prendre, les différents échecs. C'est une conférence qui a pu toucher tout le monde. Peu importe le niveau d'études. Il n'y a pas de notion d'études, oui, je suis d'accord, il n'y a pas. Et puis l'échec, c'est encore une fois, il faut vraiment le garder en tête, c'est pas un élément négatif, c'est un élément d'apprentissage. Donc, est-ce que vous... Oui. Justement, vous n'avez pas expliqué comment vous avez rebondi en 2011 après la société. Comment j'ai rebondi? J'ai déjà pris 2-3 mois pour réfléchir, pour comprendre ce qui n'avait pas fonctionné. Alors, ce qui n'avait pas fonctionné, c'est simple. C'est que j'avais été beaucoup trop vite. J'étais un peu trop seul. C'est-à-dire que j'avais des sites, comme je vous l'ai dit, à Paris, à Lyon, Chambéry, Turin et puis la Tunisie. Et en fait, sur chacun des sites, je n'avais pas une personne de confiance. Et donc, quand j'étais sur un site, je m'inquiétais pour les autres. Comme je n'avais pas une personne de confiance sur place, peut-être aussi que vous savez, quand vous n'êtes pas présent, ça peut un petit peu dériver. Donc ça, c'était le premier point. J'avais été un peu trop vite parce que j'avais endetté beaucoup de groupes aussi. Et en 2008, il y a ce qu'on a eu la notion du crédit crunch, c'est-à-dire que les banques ont resserré leur financement. Donc, je me suis retrouvé exsangue financièrement, un peu trop tout seul, et puis avec des distances géographiques qui étaient beaucoup trop importantes. C'est pour ça que j'ai réfléchi pendant 2-3 mois à ça. Puis quand j'ai compris ça, je me suis dit, maintenant, parce que je ne sais pas faire grand-chose en réalité. Moi, ce que je sais faire, c'est diriger une entreprise qui achète des produits, les transforme et les revend. C'est ce qu'on fait, on achète de la matière plastique, on la transforme en des flacons et on les vend. Donc je me suis dit, mais quel type d'entreprise est intéressante? Il faut savoir qu'en électronique,
On venait de vivre dans les années 2000, 2005, 2010, beaucoup de délocalisation en Tunisie. Pourquoi? Parce que vous prenez votre téléphone portable. Dans le téléphone portable, 99,9% de la valeur de votre téléphone, c'est la carte électronique. Et puis, vous avez une coque plastique autour. La coque plastique, elle ne vaut rien, mais elle est plus grosse que la carte électronique, puisque par définition, elle englobe la carte. Et donc, c'est un produit qui voyage mal. Donc, je me suis dit, voilà, ça m'a amené à me dire, le plastique, déjà, pour faire une carte électronique, il faut 250 fournisseurs, parce qu'il y a plein de composants différents, donc c'est compliqué à gérer. Là, il y a globalement un fournisseur de matières. Et après, c'est quelque chose qui va être moins facilement délocalisable. Donc, je suis arrivé à cette conclusion-là, mais je n'avais pas que ça. Hein. Mais le plastique peut être intéressant. Puis après, je me suis rendu compte que le plastique, il y a une grande partie qui était quand même sur Oyonnax. Et là, ça répondait à ma problématique de dimension géographique où je ne voulais pas me déplacer à droite à gauche. Je voulais me concentrer. Et les 3 sociétés que j'ai rachetées, je les fais juste sur Oyonnax. Et j'ai tout concentré en un seul bâtiment pour ne plus avoir de déplacement. Et après, comment j'ai fait financièrement? J'ai hypothéqué ma maison. Et puis, j'ai pris le risque de dire, je peux perdre ma maison. Donc, pour vous donner des chiffres, je suis parti avec 150 000 euros pour Classe Group. 150 000 euros, c'est pas beaucoup. Hein. Ça vous ressemble beaucoup, mais c'est pas des cents, c'est pas des millions d'euros. Et j'ai commencé à racheter une société qui faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne l'ai même pas racheté. C'était une société qui s'appelait Sermiplast, où le dirigeant venait de décéder. Les fils ne savaient pas trop comment faire évoluer l'entreprise. Donc, je me suis dit, bon, on s'associe. Comme ils étaient un peu perdus, mais 175 000 euros, je les ai amenés dans l'entreprise. Ça a permis de développer l'entreprise. Et puis, 6 mois après, j'en ai racheté une autre dans le Jura, SPI, en hypothéquant la première. J'ai pris la deuxième. C'est un peu comme au Monopoly. Hein, c'est un gros risque. Hein. Vous avez mis des maisons sur un terrain. Pour mettre d'autres maisons sur un autre terrain, vous hypothéquez vos premières maisons, on risque de tout perdre et de les racheter à 10% de votre valeur. J'ai racheté la deuxième société, j'ai créé une société en Tunisie, puis est arrivé en 2017 PRP, j'ai refait pareil, et puis voilà. Puis aujourd'hui, ça se développe petit à petit. Aujourd'hui, on vit dans un contexte compliqué, mais voilà, ça se développe. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà comment j'ai fait. Donc, on a reçu aussi quelques questions via le GitLab. Donc, au bout de combien de temps on peut évaluer le succès d'un entrepreneuriat? Je ne sais pas vous dire. C'est une question compliquée parce que ça va dépendre de l'entreprise. En fait, je pense surtout que pour moi, ce que je vous disais, la mesure du succès, elle se fait en fonction de son cœur, de ce qu'on ressent. Est-ce qu'on se sent bien dans ce qu'on a créé? Est-ce qu'on se sent à l'aise? Est-ce que surtout on apporte quelque chose aux autres? Parce que c'est vraiment ça le fondamental, c'est d'apporter quelque chose aux autres. Aujourd'hui, par exemple, quand on travaille sur le campus et qu'on met en place et qu'on a été chercher 4 millions d'euros de financement, 4 millions d'euros de financement auprès de l'État pour développer un campus, je me dis là, c'est une forme de réussite et j'en suis très content. Voilà. Donc, le temps est très compliqué. Mais à mon sens, si c'est de l'entreprise, vous voulez rentrer dans le monde industriel, ça se chiffre en années, voire en petites dizaines d'années. Okay, on peut peut-être donner une dernière question. Donc, il y a une question qui est revenue 2 fois, c'est au niveau des aides. Donc, est-ce que vous connaissez les différentes aides qui sont disponibles quand on a une idée pour développer du coup cette idée? Alors, il y a énormément d'aides. Mais les aides, vous les aurez que si vous communiquez et que vous croyez à votre projet et que vous investissez. Ce qu'il faut comprendre, alors souvent j'interviens auprès de gens qui veulent entreprendre, qui veulent créer leur entreprise. Et leur première parole, la plupart du temps, c'est de dire « Ah oui, mais moi, je n'ai rien à investir. » Attendez, excusez-moi, mais pourquoi moi ou quelqu'un d'autre vous prêterions de l'argent si vous ne prenez pas de risque? Ça, c'est juste pas possible. Donc, la première des choses, c'est que si vous voulez qu'on vous prête d'argent, il faut savoir se mettre en risque. Sinon, ça ne marchera jamais. Alors après, vous avez des aides déjà qui sont de Pôle emploi. Vous avez des aides qu'on appelle des ACRE. Enfin, c'est des aides où, quand vous êtes à Pôle emploi, Pôle emploi peut financer un certain nombre de choses. C'est plutôt pour des petites entreprises. Après, vous avez toute une structure, ce qu'on appelle les business angels. Les business angels, c'est qui? Ce sont des gens qui ont bien réussi leur vie industrielle, qui ont quelque part eu un succès, peut-être personnel, mais aussi financier, et que, vous savez, quand on meurt, finance, on les emmènera pas avec nous. Donc, ils se disent, moi, j'ai eu la chance de réussir, pourquoi pas donner la chance à un autre de réussir? Donc, ils peuvent vous prêter de l'argent. Mais encore une fois, ils ne le feront que si vous acceptez d'en mettre un petit peu aussi. Ensuite, vous avez les aides, les fonds d'investissement qui sont pareils. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a
énormément d'argent, mais énormément partout. Tous les fonds d'investissement ont énormément d'argent. Ils ne savent pas quoi en faire. Pourquoi? Parce que comme on a peur du risque, on ne met plus en bourse, les gens qui ont de l'argent ne mettent plus en bourse, ils mettent dans les fonds d'investissement pour investir dans les PME. Mais pour récupérer ça, il faut que vous ayez un plan, business plan, ce qu'on appelle, qui soit sérieux, costaud, étayé, avec des perspectives quand même non négligeables. Mais deux, que vous acceptiez, je le répète, mais X fois, si vous pensez entreprendre sans prendre de risque, vous n'y arriverez jamais. Donc, il y a un petit risque à prendre. Et généralement, ce sont des gens qui sont même prêts à vous aider plus que financièrement, qui sont prêts à vous aider après, derrière, dans la réflexion stratégique, et ainsi de suite. Puis alors, j'ai oublié aussi une autre aide qui est bien en amont, c'est ce qu'on appelle la love money. Ben, c'est la famille, c'est les copains, voilà. Donc, l'argent n'est pas un souci. Honnêtement, l'argent n'est pas un souci. Moi, j'ai accompagné des jeunes, hein, comme vous, il n'y en a pas si longtemps que ça, j'ai accompagné un jeune auprès d'un fonds d'investissement qui s'appelle Créaxi, qui est à Lyon. Il avait un joli projet de développement d'applications, c'était pour aller repérer un certain nombre de magasins quand vous vous promeniez dans la rue. Son application était PayJob. Bon, finalement, il a réussi à lever plus de fonds aux États-Unis que sur le fonds que je lui avais présenté à Lyon. Mais c'était des projets tellement intéressants. Il faut savoir quand même que lui, il avait travaillé pendant 1 an, il avait créé sa propre maquette, il avait investi. C'est une manière d'investir du temps et de l'argent aussi, hein, parce que quand vous travaillez pour votre propre projet, vous ne faites pas autre chose. Et il était très, très convaincant dans son discours. Voilà, encore une fois, vraiment les aides, c'est pas, il y a beaucoup, beaucoup de dispositifs. Merci beaucoup. On peut l'applaudir chaleureusement. Merci. Je reste un peu là, si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci. Hein? Merci beaucoup. Merci encore à PRP qui est partenaire de cet événement. Merci beaucoup. Je vois Monsieur Baron vous invite à venir. On va attaquer la deuxième conférence de l'après-midi dans 5 minutes. Ça va, gros. Ouais. Il y a une quantité de questions. Mais regarde. Ça va? Ah, c'est énorme. En fait, est-ce qu'on a modifié le... Il y en avait une classe à la mode. Ah oui, il faut que je...